Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Compte Évoque et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. On va parler encore une fois finance. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey, j'ai le plaisir d'avoir Pierre-Paul en studio. C'est vraiment très agréable. C'est des plaisirs que je me fais, Pierre-Paul, c'est aussi d'avoir mes invités en studio, c'est génial. Hey Pierre-Paul, on avait commencé la semaine dernière à parler de placement au niveau des RIR, des CELI, ces choses-là. Ouais. Sauver de l'impôt d'un côté pour aller récupérer cet impôt-là lorsqu'on va sortir tout ça avec des revenus moins importants. C'est un peu le jeu du CELI et du RIR. Mm-hmm. J'aimerais qu'on revienne faire un petit résumé là-dessus, puis poursuivre aussi là, sur les types de placements qu'on peut faire, là. Oui, bien effectivement, on avait parlé des RIR qui sont essentiellement baisser artificiellement notre revenu quand on contribue à mettre de l'argent dans des RIR. Ça, c'est une chose. Les CELI, en fait, on met nos placements là-dedans et les revenus que ça génère, eux, sont à l'abri de l'impôt, mais on ne sauve pas d'impôt quand on place l'argent là-dedans. Et l'idée aussi, c'était de se rappeler que c'est des boîtes. Hein, comme j'avais dit la dernière fois, les gens disent, bon, ben, je vais m'acheter un REER. Ça n'existe pas, ça. C'est une boîte, un REER, c'est une boîte, un CELI, et c'est une boîte, un régime épargne-études aussi. Donc, c'est tous des régimes qui nous permettent d'avoir des avantages fiscaux. Mais là, l'idée aujourd'hui, on avait parlé de ça la semaine passée, puis les gens pourront aller réécouter cette chronique-là si c'est ce bout-là qui les intéresse. Mais sinon, cette semaine, c'est de parler vraiment des types de placements. Qu'est-ce qu'on met dans ces boîtes-là? OK. Là, je fais une parenthèse tout de suite. C'est que c'est important, lorsqu'on parle de placement, de faire affaire avec des professionnels, des gens qui connaissent ça. On ne peut pas s'improviser et d'être également patient, parce qu'on avait donné un exemple typique la semaine dernière, c'est qu'il ne faut pas paniquer tout de suite là, quand il se passe de quoi. Il faut attendre, voir, puis étirer son placement le plus longtemps possible. Oui, la patience, le sang-froid, je dirais que c'est ça qui fait la différence. Surtout, là, je parle pas de day trading, évidemment, puis des gens qui font énormément de transactions. Là, on va parler de monsieur, madame, tout le monde. Oui. Dans ces contextes-là, quand on maîtrise pas bien et on veut s'assurer d'avoir des rendements qui ont de l'allure là, avec le temps, ben il faut être patient, il faut avoir une stratégie. Cette stratégie-là, comme tu as dit, est mieux d'être mis en place avec un professionnel. Et moi, je recommande toujours des professionnels qui sont indépendants, donc qui peuvent aller au marché, qui peuvent aller chercher, exemple, un produit de Manuvie, un produit de Fidelity, un produit de la RBC, un produit et former le meilleur portefeuille qu'on voudrait selon ce qu'on veut, selon ce qu'on désire. On est plus croissance, valeur. Bon, il y a toutes sortes de jargons là-dedans. Se le faire expliquer et se le faire suivre et d'avoir des suivis aussi là, périodiques, minimalement, annuellement, pour voir comment ça va. Et ce que je vois présentement, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui paniquent, il y a beaucoup de gens qui vont sortir du marché, hein, qui est investi en bourse, exemple pour 100 000, 200 000, peu importe le montant, et qui vont sortir cet argent-là, le placer, exemple, en CPG, quelque chose qu'on va parler aujourd'hui. Ben, le danger de ça, c'est que on a une baisse, on a peur. Ben, si on a peur et qu'on a déjà pris la baisse, ben là, on cristallise notre perte. C'est-à-dire qu'en exemple, on valait 200 000, on perd 30 000, on est rendu à 170 000. Et là, on a peur. On sort ça de nos placements qui fluctuent, on met ça sécuritaire. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, cette fluctuation-là va aller dans l'autre sens. Ça va remonter. C'est toujours ça que ça fait. Hein? Après une baisse, éventuellement, il y a une hausse et la hausse est plus haute que la baisse. Donc, si on a paniqué et qu'on s'est placé gelé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe la durée qu'on a gelé, ben quand la hausse arrive, ben là, on dit « Oh, tabarnouche, ça monte, il va falloir que je rentre dans le marché. » Mais souvent, on a manqué l'espèce de montée. Oui, la pente montante, là, on l'a vu passer, oui, on s'est mis après. Là. Et ce qui fait que les gens perdent de l'argent, essentiellement, là, je caricature et je résume, là, mais ce qui arrive, c'est que les gens prennent la perte. Là, ils ont peur, ils s'y gèlent et ils prennent pas la hausse parce qu'ils sont gelés. Et là, ils se remettent dans le marché. Et là, ils remontent tranquillement, mais c'est pas la meilleure manière. Quelqu'un qui reste dans le marché tout le temps, qui est capable d'encaisser les pertes, encaisser la peur est bien mauvaise conseillère. Hein? Fait que c'est d'encaisser cette peur-là de tout perdre et tout ça. Donc, quelqu'un qui est capable de faire ça, ben à ce moment-là, il y a une stratégie à long terme qui va être payante. Et c'est pour ça qu'il faut revoir notre stratégie en fonction de nos besoins futurs. Il faut revoir notre stratégie en fonction de notre âge aussi, parce qu'on n'aura pas la même stratégie à 70 ans qu'on va avoir à 25. Effectivement. Une question qui me vient à l'esprit, lorsqu'on a une perte, par exemple, on parlait de l'exemple typique de 200 000, on descend de 30 000 $. Cette perte de 30 000 $ qu'on vient d'avoir, est-ce qu'elle est déclarable au niveau de l'impôt? Tout dépendant dans quel régime on est. Ah, OK. Hein, si on est dans un REER, notre gain d'impôt, on le fait, et tout ce qui se passe à l'intérieur du REER, il n'y a pas d'impact fiscal. Donc, non.
Ça a été réglé au départ. Si mettons qu'on prend le placement typique qui n'est pas dans un régime, qui n'est pas enregistré, ben là, oui. Donc, ça va dépendre. C'est toujours une question de coût et de produit de disposition. Donc, si on achète un produit à 200 000 et qu'on le vend à 180 000, ben, on a une perte de 20 000. Cette perte-là de 20 000, ben, elle, effectivement, on va pouvoir la déduire normalement en compensation de d'autres gains. Donc, ça nous prend des gains pour déduire nos pertes. Donc, il y a toutes sortes de mécaniques. Et là, ben, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on encourage les gens d'avoir un professionnel qui les suit. Effectivement, ça devient compliqué à un moment donné, pas mal même. Bon, parlons justement de type de placement. On a parlé de sceller et de rire. Ça, c'est une chose, mais il y a d'autres types de placements. Ben, en fait, les REER, les CELI, les REA, c'est des enveloppes. Là, des enveloppes, des boîtes. Ouais. Et là, si on parle des types de placement, bon, il y a le CPG, qui est le certificat de placement garanti. L'avantage d'un CPG, ben, c'est que c'est garanti. Donc, exemple, on achète pour 100 000 de CPG à 4 %, ben, on est garanti un rendement de 4 % pendant la durée qu'on l'a pris. Par contre, notre argent est gelé. Donc, avantage, c'est sécuritaire. Désavantage, c'est gelé. Donc, on ne profite pas du marché, on ne profite pas des hausses, mais on a une sécurité. Donc, plus on avance en âge, plus c'est un produit qui peut être intéressant pour sécuriser du moins une partie de notre portefeuille. Mais là, on parle d'un produit qui va toujours se limiter à une moyenne ou un minimum de rendement, là. C'est ça, c'est pas des rendements qui sont très élevés. En fait, là, c'est un peu comme j'expliquais au niveau des intérêts, c'est le même principe. Plus on a un potentiel de gain, d'intérêt élevé ou de rendement élevé, plus on a du risque. Donc, si on veut pas de risque, comme dans un CPG, ben, on a un rendement qui est faible, mais qui est assuré. Donc, encore là, ça dépend de notre profil d'investisseur. Si on parle des obligations, bon, des obligations, c'est quoi? En fait, c'est, à la base, une obligation, c'est relativement sécuritaire parce que souvent, c'est des obligations, exemple, du Canada. Ben, le Canada émet des obligations, il assure les gens qui vont donner un pourcentage dans, exemple, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez avoir un pourcentage de X dans le temps. Donc, c'est sécuritaire. Le problème, c'est que des fois, les gens vont pas acheter une obligation au début et vont la vendre à la fin. Les gens vont transiger les obligations. Donc, si on est dans un marché qui a des grosses augmentations, ben les gens sur le marché veulent moins d'obligations, donc la valeur des obligations baisse. Donc, les obligations, c'est souvent une façon de se protéger des fluctuations. Donc, ça prend un portefeuille équilibré souvent, et la partie obligations, ça va nous permettre que quand il y a une grosse baisse des marchés, ben normalement, on se protège avec les obligations parce que ça devient plus intéressant et on fait des meilleurs rendements là-dessus. Et il y a des exceptions à ça, comme on a vécu. Il y a des gens qui ont des portefeuilles d'obligations avec les dernières baisses qu'on a connues. L'économie est un peu tout croche, je vais dire. Là, tout est en dents de scie. Donc, même les obligations avaient perdu de la valeur, ce qui est quelque chose de très rare. Normalement, les obligations perdent de la valeur quand les actions prennent de la valeur. Et là, on a assisté à une situation un peu plus chaotique. Mais à la base, les obligations, ben normalement, c'est des intérêts qui sont plus garantis. Et le désavantage, encore là, c'est que c'est pas un rendement qui est très élevé. OK. On est tout proche du CPG si je regarde d'un point de vue très large. Là. Ben, on est proche du CPG si on compare l'obligation au CPG, mais des fois, ce qui vient faire varier ça, c'est que l'obligation se transige sur les marchés. Okay. Et donc, ben là, les gens ont l'impression, des fois, pensent que c'est sécuritaire, mais vu que ça se transige sur les marchés, ben ça reste que ça dépend ce que le marché en pense, et donc c'est une valeur qui est fixée, qui peut varier dans le temps. Okay. Les actions, ça, souvent, les gens savent que ben, c'est des parts d'une compagnie qu'on achète normalement quand on achète des actions. L'avantage de l'action, ben c'est le placement probablement le plus rentable dans les types de placements parce que c'est ce qui connaît en moyenne les hausses les plus élevées. On parle d'une dizaine de pourcents à peu près là, les augmentations en moyenne. Le désavantage net des actions, ben, c'est la fluctuation. On peut gagner 30% une année, perdre 20% l'autre. Donc, c'est là que les gens qui sont très nerveux ou qui ont plus de difficultés à voir leur portefeuille baisser ou qui avancent en âge puis qui s'approchent de la retraite ou qui sont à la retraite, ben, vont moins tolérer ces fluctuations-là parce qu'ils ont besoin de leur argent. Donc, à ce moment-là, ben, les actions peuvent être insécurisantes, mais c'est sûr que le dernier point que je vais parler, c'est les fonds communs ou les fonds distincts. En fait, c'est de mettre plusieurs de ces produits-là qu'on vient de parler ensemble, des actions, des obligations. Il y a toutes sortes de fonds qui existent et c'est là que j'encourage les gens d'avoir des spécialistes indépendants pour leur expliquer ces choses-là et d'avoir le détail. Mais essentiellement, ce qu'on vient faire, c'est le gros avantage du fonds commun, c'est qu'on vient se diversifier. Tu sais, quand on achète une action, ben, on achète une action d'une compagnie. Si on achète 100 actions disons, de Rona, ben, on a 100 actions de Rona au prix de l'action qu'on a achetée et l'action fluctue. Quand on achète des fonds communs,
ben souvent, c'est qu'on achète un portefeuille. Okay, donc, un ensemble d'actions. C'est ça. Donc, on se trouve à acheter quelque chose qui est déjà diversifié à la base. Donc, ça nous permet d'aller acheter des actions d'un paquet de compagnies qu'on n'aurait pas les moyens sinon parce que ça nous coûterait trop cher. Donc, on achète des fractions de plein de compagnies qui sont à l'intérieur de ces fonds-là. Donc, on participe avec d'autres personnes à mettre de l'argent dans un fonds. Donc, ça met des millions ensemble. Donc, ces millions-là permettent d'acheter des actions, des obligations, différents produits financiers et permettent aussi de se diversifier en termes de pays parce que c'est pas vrai que l'économie du Canada, des États-Unis ou du Japon est la même. Donc, on a du mondial, on a de l'américain, on a du canadien et tous ces éléments-là, quand on s'en va là-dedans, ce qu'on dit là, on n'a pas besoin de tout comprendre ça. Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est un minimum les interactions d'un petit peu tout ça et en discuter avec un conseiller. Puis il faut avoir confiance dans cette personne-là, c'est-à-dire il faut qu'elle réponde à nos questions, il faut qu'elle nous explique comment ça fonctionne un minimum parce que on a bien beau dire on va placer notre argent, mais moi ça dans ce qui est meilleur. Ça n'existe okay. pas, ça. Donc il faut vraiment comprendre la mécanique de base. J'encourage évidemment les gens à lire là-dessus, malheureusement, trop peu de gens le font. Je pense que c'est un détail extrêmement important. Avant d'embarquer dans ce décor-là, il faut comprendre un peu dans quoi on embarque, parce que c'est vraiment très complexe. C'est complexe, puis on en a des bons vulgarisateurs. Là. On a vu McSween qui a sorti plusieurs livres sur différents sujets. Ben, il y a beaucoup de choses de vulgariser là-dedans, puis c'est amené sur un ton qui permet aussi disons, de pas trop se prendre la tête avec tous ces termes-là, puis d'avoir une compréhension un peu plus simple, mais à la base, ça revient à dire, faut être patient, il faut être, faut pas avoir peur, faut pas s'en faire avec des fluctuations, c'est normal ces fluctuations-là, et idéalement, faut être bien accompagné dans ça. Oui, parce que ça prend quelqu'un qui nous dit, oui, tout est beau, c'est normal, on s'en va avec ça, cassez-vous pas la tête, ça avance bien. Voilà. Ça prend quelqu'un de confiance, évidemment, pour entendre ce type de paroles-là, ça prend quelqu'un qui te dit, ben lui, là, je confie 200 000, 300 000, 400 000 $. C'est quand même quelque chose. Ouais. Hein? Oui, puis il faut les comparer, ces fonds-là. On ne met pas de l'argent dans un fonds puis on les compare pas. Demandez-le à votre conseiller, là, OK, ben ce fonds-là, il est coté comment, exemple, sur Morningstar? Compare-moi-le avec d'autres fonds de son même indice. Donc, ce jargon-là vaut la peine parce que normalement, votre conseiller, il va avoir une raison de vous proposer des fonds. Et il ne faudrait pas que cette raison-là, ça soit parce qu'il fait une meilleure commission. Il faudrait que cette raison-là, ça soit parce que ce fonds-là, selon lui, va mieux performer puis qu'il vous donne les arguments et qu'il vous les compare à d'autres fonds qui sont similaires. C'est intéressant. Tout ça mis ensemble, finalement, si quelqu'un voudrait faire un investissement, est-ce qu'il y a des montants plus faibles ou plus hauts qu'on peut mettre quand on investit? Moi, je fais, par exemple, des salaires de 45, 50, 60 000 $, 70 000 $ par année. J'aimerais prendre peut-être 5, 6 000 $ pour investir. Parce que là, on parle de 200 000, 300 000, 400 000. Il y a des montants quand même. Les gens, monsieur tout le monde a de l'argent dans son portefeuille de temps à autre, mais pas des montants de fou. Là. Ben, c'est exactement à ça que ça sert, les fonds communs ou les fonds du Distinct. Ces fonds-là permettent de mettre des petits montants qui vont être mis dans un portefeuille déjà, exemple, équilibré. Okay. Et là, à ce moment-là, ben, on peut, avec quelques milliers de dollars, on peut même faire, avec ces conseillers-là, on peut faire des paiements aux 2 semaines, à la semaine, au mois, ce qui permet de dire, OK, ben, j'investis, je garde une partie de ma paye et je la place à tous les mois. Et de cette façon-là, ben, on se trouve à investir graduellement. Puis à la fin de l'année, ben, ça se peut qu'on ait mis 1 000, 2 000, 3 000, peu importe le montant. Et cet argent-là va fluctuer. On n'a pas besoin d'avoir un demi-million pour investir. Pierre-Paul, c'est déjà... tout va trop vite. on va tout de suite donner les coordonnées là, pour vous rejoindre au bureau. Oui, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASE, peuvent nous rejoindre aussi sur notre site internet lacasesyndic.com ou sur notre Facebook, Lacase et Associés. Bon, et c'est important, là, si vous avez besoin d'un coup de main, vous avez des questions, quoi que ce soit, contactez-les, ça vaut vraiment la peine, puis ça peut vous donner des bonnes nuits de sommeil par la suite. Absolument. Hey, Pierre-Paul, ce fut un plaisir de t'avoir en studio avec moi. On se reparle la semaine prochaine. C'est la dernière fois avant la saison estivale. Après ça, on va reprendre nos entrevues au cours du début de l'automne. Excellent. Merci, Denis.